Dans le cadre de ce mardi de la DGPR, donc nous allons commencer par une introduction, aller plus en profondeur en présentant le contexte général des évolutions réglementaires. Puis on fera des focus sur certaines dispositions associées aux impacts environnementaux. Voilà. Donc, le quatrième temps sera un temps d'échange. Donc, on vous laissera la parole sur des questions-réponses. Il s'agit de vous présenter l'ensemble des éléments sur les évolutions réglementaires et ensuite arrivera le temps d'échange des questions-réponses. Et je te laisse la parole sur l'introduction. Ok, très bien, bienvenue. Merci à toutes et à tous d'assister à ce mardi de la GPR sur la manière dont on vient transposer à la fois la directive IED et le document sur les meilleures techniques de référence pour les abattoirs et les installations de traitement de sous-produits animaux. Un bref rappel sur le nombre d'installations qui relèvent de la directive sur les effluents industriels en France. Et en Europe, donc 60 000 installations sont concernées en Europe et le gros des troupes est principalement situé en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. Nous avons 7 000 installations concernées en France avec une répartition régionale qui ne reflète pas complètement le passé industriel français. Puisque nous avons, tel le village d'Astérix, la Bretagne qui se distingue beaucoup. Alors pourquoi? C'est que le gros des troupes des installations soumises à la directive sur les flux industriels ne sont pas vraiment des installations industrielles en tant que telles, ce sont des élevages. Et donc on retrouve une grande partie des élevages soumis à la directive IED en Bretagne. C'est pour ça que la Bretagne apparaît comme une région particulièrement industrielle au regard de ce sujet, mais ça n'est pas tant que ça. Ensuite, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les activités d'abattage et les industries de transformation de sous-produits animaux et de produits alimentaires. Donc, quelques chiffres qui sont assez intéressants, c'est que la production de viande en Europe, c'est à peu près 48 millions de tonnes de carcasses en 2019. Quantité non négligeable, avec une répartition plus élevée pour le porc. Ensuite, on retrouve la volaille, et puis derrière, on retrouvera les bovins, et à la marge, on va retrouver les ovins. On a en France, notamment, une industrie de la transformation des sous-produits animaux et des coproduits alimentaires assez importante, avec un nombre d'installations non négligeables. Et on a également de la valorisation de graisses et de protéines issues du traitement dédié des activités très diverses. Et derrière, on en fait de l'alimentation pour les animaux, mais pas seulement. On fait de la lipochimie avec ces sous-produits, on fait des fertilisants et on peut être amené à fabriquer de la gélatine. Donc les enjeux qui étaient traités par la révision du bref, c'était des enjeux environnementaux, mais, et c'est peut-être un peu particulier à cette réglementation, il y a aussi des questions sanitaires qui font l'objet d'une réglementation par ailleurs au niveau européen, mais aussi au niveau français. Et donc il fallait veiller à la cohérence entre ce qui existe dans la réglementation sur l'environnement et la réglementation sur les questions sanitaires. Sur le nombre d'établissements concernés par ce document des meilleures technologies disponibles pour les abattoirs, l'industrie de transformation de produits animaux, on a 170 établissements qui relèvent de ce document. Un document dédié, donc dans son petit nom en anglais, en bon gascon, c'est for Slaughterhouses Animal Byproducts and Eligible, je pense, Co-Products Industries. Il manque un J quelque part là. Non, c'est ça. La publication des conclusions des meilleures technologies disponibles est intervenue au 18 décembre 2023.
la décision d'exécution européenne d'application au lendemain de sa publication. Donc là aussi, alors c'est pas forcément que spécifique à cette activité de traitement de sous-produits animaux, mais c'est quand même quelque chose qui nous a beaucoup occupé et nous, au moment de l'élaboration de ce document, c'est qu'on avait un cadre réglementaire existant français, et notamment comprenait des rubriques de nomenclature sur les déchets. Et on est venu ajouter, à partir de décembre 2023, la décision d'exécution qui validait à la fois les meilleures techniques disponibles et aussi les valeurs d'élimination qui étaient associées à ces meilleures techniques disponibles. Donc après plusieurs mois de discussion, ont été publiés un décret de modification de nomenclature des installations classées, notamment pour tenir compte d'un changement d'intitulé, y compris au niveau européen, dans la définition même des installations concernées, puisqu'on est passé de déchets à sous-produits animaux. Et on est venu publier 2 arrêtés ministériels qui correspondent aux 2 rubriques de nomenclature concernées, la 3642 et la 3650. Un qui a été publié immédiatement et l'autre a attendu qu'on publie le décret de modification de nomenclature des installations classées. Donc il a fallu attendre la publication du décret de nomenclature sur la 3650 pour pouvoir publier l'arrêté qui allait avec. Ça, c'est une frise comme l'adorent nos cabinets maintenant, avec une flèche qui dit à quel point on en est, et puis d'où on est parti. Là aussi, c'est assez intéressant puisqu'on voit que tous ces travaux prennent un temps absolument considérable. Entre le moment où le JRC, la Commission européenne, annonce un travail sur la révision du BREF, la collecte de données à partir de 2018 jusqu'en 2023, donc un gros travail d'élaboration des BREF. Ensuite, une publication des conclusions le 18 décembre 2023. Avait été faite une journée d'information sur le BREF pour les professionnels et l'inspection le 2 juillet 2024. Ensuite, une consultation des parties prenantes à l'été 2024 et du 12 novembre au 10 décembre inclus dans le projet de texte qu'on souhaitait prendre. On a ensuite eu une consultation du public du 15 janvier 2025 au 4 février 2025. Puis un passage dans les différentes instances consultatives qui sont nécessaires avant l'adoption du texte. Donc un passage au Conseil national de l'eau pour la rubrique 3641 le 6 février 2025. Un passage au Conseil supérieur de prévention des risques technologiques le 18 mars 2025. Et je pense que Anne-Cécile en garde un souvenir ému. Et enfin, puisque c'est un décret de nomenclature et que les décrets de nomenclature s'inscrivent par décret en Conseil d'État, on est passé au Conseil d'État, et donc le jour de la section, c'était le 14 juin 2025. Du coup, on a publié le décret de nomenclature le 3 juillet 2025, l'arrêté industrie de transformation le 3 juillet 2025 qui était associé, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un autre arrêté qui pouvait être publié avant la modification de la nomenclature des installations classées. Cet arrêté concerne plus particulièrement les abattoirs. Il a été pris le 31 mars 2025. Voilà ce qu'on peut dire sur le calendrier des travaux. Tout ça, ça s'est étalé dans le temps avec beaucoup de discussions, de présentations, beaucoup d'échanges entre vous et nous. Très bien, Philippe. Bon, maintenant, je te repasse la parole. Hein. Bruno qui va. C'est mon tour. Donc, effectivement, pour rentrer un peu plus dans le détail des éléments, on va rappeler effectivement les rubriques et la modification. Donc, les modifications sont issues de l'annexe 1 de la directive IED, donc le point 6.4 sur l'exploitation des abattoirs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes de carcasses par jour. Donc, c'est la rubrique 3641. Donc, vous voyez bien que le seuil est fixé au niveau de la directive. C'est pas un sujet d'interprétation qui a été possible pour nous au niveau du décret ou de l'arrêté. La rubrique 6.5 sur l'élimination ou le recyclage de carcasses de sous-produits animaux avec une capacité de traitement supérieure à 100,10 tonnes par jour. Et on a souhaité aussi vous rappeler les impacts possibles sur la rubrique 3710
sur le traitement des eaux, puisqu'effectivement, les installations donc, relevant des deux rubriques précédentes ont un impact indirect sur celle-ci, et c'est aussi important pour nous de le remettre un peu dans la chaîne des installations qui pouvaient effectivement avoir un lien entre elles. Donc rapidement sur le décret, qui est en fait notre décret chapeau, qui après vient décliner dans les deux textes. La modification de la nomenclature a traité effectivement uniquement d'un premier arrêté. Donc la modification a porté sur une séparation et un principe d'exclusion entre les installations qui relevaient précédemment de la rubrique 2740 et qui du coup devenaient intégrées dans la rubrique 3650. Donc, et effectivement, on a une légère modification de la rubrique 2740 et une modification un peu plus importante de la rubrique 3650, avec, comme le disait Philippe, une reprise des textes européens, donc de textes un peu historiques, hein, qui datent de 2009, voire de 2011, sur la définition de sous-produits animaux, donc plus exactement les règlements 1069 que vous voyez rappelés ici, et 142-2011, avec là une modification qui n'est pas que sémantique, qui est effectivement aussi une modification de périmètre, avec un élargissement des installations relevant de cette nouvelle rubrique. Donc une fois ce décret un peu chapeau et un peu cadre pris, les deux arrêtés, donc ce qui a guidé nos travaux, c'est un objectif majeur qui était de favoriser une mise en œuvre homogène sur le territoire. Donc qu'est-ce qu'on entendait par là? C'est en fait l'objectif, c'est d'éviter à la fois un travail répétitif pour nous au niveau service déconcentré dans le cadre des arrêtés préfectoraux pour avoir au maximum de dispositions homogènes. Comme le disait Philippe, la reprise aussi, on y reviendra un peu plus après, d'éléments déjà présents dans la réglementation française qui n'étaient pas présents dans la réglementation européenne pour que ce soit bien adaptable et pour que les installations continuent de se voir imposer des règles cohérentes par rapport à ce qui était dans le passé. Et enfin, le gros du travail qui nous a occupé pendant cette période, qui est la traduction des meilleures techniques disponibles. Donc, en articulation, on voit bien que ces deux arrêtés s'articulent entre les réglementations européennes et notamment les meilleures techniques disponibles et l'arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral aura effectivement lui aussi une marge d'appréciation, hein. J'évoquais précédemment les questions d'harmonisation au niveau national. Il y a au niveau de l'arrêté préfectoral des conditions locales particulières, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de protection de l'atmosphère qui définiront aussi des mesures applicables aux installations en fonction du lieu. Un élément qui n'est pas que graphique, on a fait le choix dans le cadre des arrêtés et des valeurs limites d'émissions qui découlent des niveaux d'émissions associés des meilleures techniques disponibles, de se passer au plafond de ce qui était possible dans l'alimentation européenne. Donc le trait en pointillé que vous voyez n'est pas que figuratif, il est aussi en traduction réglementaire. Dans le premier arrêté, donc sur la rubrique 3641, en droit français historique, c'était essentiellement les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2004, donc relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à autorisation sur les rubriques 2210 et 3641, et l'arrêté du 2 février 98, qui ont constitué le socle de la réglementation française, qui ont été retraduits dans le nouvel arrêté pris, et avec ici dans la diapositive, effectivement, la reprise aussi des meilleures techniques disponibles. Sur le deuxième arrêté, on vous a remis aussi également les références des textes français qui ont consolidé le travaux, notamment l'arrêté du 12 février 2003, du 6 juin 2018 et du 2 février 98. Mais Armel reviendra un peu plus après sur les éléments précis. Et un petit point sur le calendrier. Philippe vous a présenté un peu le calendrier qui nous a amené jusqu'ici. Pour ma part, essayer de nous projeter un peu dans l'avenir. Donc, l'enjeu de mise en conformité nous amène à un point réglementaire au niveau européen à 4 ans après la publication des conclusions sur la NTD, donc le 19 décembre 2027. Et donc avec les dossiers de réexamen qui ont déjà dû être déposés, qui seront examinés à l'aune des éléments présents dans les arrêtés. J'attire votre attention sur le fait que une partie assurée en vert
parce qu'en fait, une partie des dispositions des arrêtés sont d'application immédiate et une partie sont d'application à échéance plus 4 ans. Et donc ces éléments, vous le verrez dans les arrêtés que vous avez déjà dû examiner assez finement, mais sont rappelés dans l'article 1.2 des arrêtés, le détail des mesures d'application immédiate et d'application à plus 4 ans. Donc c'est un point un peu sensible et vous avez dû l'expérimenter auprès des industries. Très bien, merci Bruno. Donc c'est à moi de prendre la parole. L'idée, c'est de rentrer encore plus précisément dans le texte, donc notamment dans les arrêtés 36-41 de la rubrique 36-41 et de la rubrique 36-50, de faire un focus sur certaines dispositions associées aux impacts environnementaux, donc tant sur la partie abattoir que sur la partie industrie de transformation. Et puis, un point sur le dossier de réexamen qui certainement intéresse tout le monde. Comme l'a dit Bruno, le dossier de réexamen a dû être déposé au 18 décembre 2024 et la majorité doit être en cours d'instruction. Je voulais repartir tout de même sur le principe de la directive IED qui vise en fait à avoir une approche intégrée pour réduire les émissions et donc réduire la pollution. Donc cela signifie qu'on regarde l'ensemble des milieux dans lesquels les polluants peuvent être rejetés, donc l'eau, l'air, le sol, dans le déchet et la partie énergie. Cette approche a quand même permis de réduire entre 40 à 70% des émissions de polluants, de certains polluants, sur la période 2007-2017. Ça, c'était un point à mettre en avant. Le deuxième point à mettre en avant, c'est comment est-ce que sont construits et comment est-ce qu'on arrive à définir les meilleures techniques disponibles. Donc, comme l'a dit Bruno, c'est la commission étudie secteur par secteur, donc les activités. Donc, il s'agit de décrire les activités, de les connaître, de décrire les procédés qui sont utilisés industrie par industrie, et puis d'observer les impacts qu'il y a sur l'environnement. À partir de toute cette description, de toute l'étude qui sont faites, du parangonnage qui est fait à l'échelle européenne, il est défini en fait des meilleures techniques disponibles. Et ces meilleures techniques disponibles, on regarde le parangonnage, on va associer des NEA ou des NPEA. Donc NEA pour niveau d'émission associé au MTD et les NPEA, niveau de performance environnementale associé à des MTD. Donc, on part bien des activités, des procédés qui vont avoir un impact sur l'environnement. On définit des MTD et à partir de voir un petit peu comment se situent les industriels, on va définir les NEA et les NPEA. À l'échelle européenne et dans les brefs et dans les conclusions du bref, vous allez retrouver des fourchettes associées aux NEA et NPEA. Dans les textes réglementaires, on va retrouver des VLE, donc une valeur limite et non plus une échelle. C'est ce que vous a expliqué Bruno avec le schéma, comment est-ce qu'on arrive au NEA, enfin l'échelle des NEA vers les VLE. Alors, comment sont construits les textes réglementaires? C'est 11 chapitres thématiques qui ont été retenus. Donc, vous allez avoir un ensemble de thématiques, donc des dispositions générales. Vous allez retrouver aussi les délais d'exécution de certaines dispositions, la thématique d'implantation et d'aménagement, la thématique d'exploitation, la prévention des risques, des accidents et des pollutions des eaux, et puis les milieux, donc l'air, le bruit, les vibrations, les déchets, l'épandage et la surveillance qui est associée donc au VLE.
Dans ces 11 chapitres, on a donc intégré les meilleures techniques disponibles qui se retrouvent dans les conclusions du BREF-SA, donc, qui ont été publiées le 18 décembre 2023. Et dans ces arrêtés, donc, vous allez bien sûr trouver donc, les valeurs d'émission associées. Donc, l'approche homogène qui a été précisée et qui est un attendu en fait des arrêtés ministériels, c'est de se positionner sur les VLE et avec l'introduction des meilleures techniques disponibles sur l'ensemble du territoire. Donc, sur les VLE, vous avez plusieurs, enfin sur les meilleures techniques disponibles, vous aurez plusieurs thématiques qui sont observées. Donc, vous avez des meilleures techniques disponibles de type organisationnel. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'elle va pouvoir aussi structurer des dispositions ultérieures. Donc, dans ce système de management de l'environnement, vous avez des attendus, notamment avec des inventaires, les inventaires de flux, des systèmes de gestion des produits chimiques, des plans de gestion pour l'efficacité énergétique, pour l'eau. Donc, c'est tout quelque chose de global et d'intégré à l'échelle d'un système de management de l'environnement qu'il s'agit de disposer sur le site. Le fait de disposer de l'ISO 14001 n'est pas quelque chose d'attendu. Mais en tout état de cause, vous retrouverez quand même tout ce qui se déroule dans un système de management de l'environnement, donc un système PDCA, Plan Do Check Act, pour avoir quelque chose de planifié, d'organisé, de mesurer et de se repositionner sur les résultats obtenus sur site. C'est pas attendu ni aujourd'hui ni l'année prochaine, l'ISO 14001. En tout état de cause, la question après, mais en tout état de cause, si vous disposez de la norme, la certification ISO 14001, voire ISO 14001, puisqu'on est parti sur la partie environnement, vous répondrez aux dispositions de l'article, des différents articles. Donc, c'est un des premiers points dans les articles. Sur la partie surveillance, donc vous avez aussi des meilleures techniques disponibles sur la partie surveillance que vous allez retrouver. L'idée, c'est aussi de vous donner une photo un petit peu, d'associer les MTD aux articles des différents arrêtés ministériels. Donc aussi des meilleures techniques disponibles donc sur les substances dangereuses, sur les fluides frigorigènes et sur l'utilisation efficace des ressources. Sur les émissions dans l'eau, les émissions atmosphériques, c'est là où vous allez retrouver des VLE, donc dans les articles 5.14 des deux arrêtés ministériels, ou l'article 5.5, 6.5 ou 6.6 des arrêtés. Vous allez aussi retrouver des meilleures techniques disponibles sur le bruit et sur les odeurs. Alors, le BREF est construit en ayant en fait des meilleures techniques disponibles en général qui s'appliquent aux deux activités, c'est-à-dire l'abattoir, les abattoirs et la transformation des sous-produits animaux et coproduits alimentaires. Et ensuite, donc, dès la MTD 21, vous allez retrouver des meilleures techniques disponibles spécifiques à chacune des activités. Et là, vous allez retrouver ces éléments dans les arrêtés ministériels. L'idée maintenant est de faire un focus sur les activités. Alors, ce focus pour les abattoirs, je vous ai proposé ici de discuter de la consommation en eau et après on regardera les rejets, les émissions des effluents aqueux. Sur la partie consommation d'eau, on est sur la MTD 22 qui s'est traduite donc, sur l'AMPG donc, de la rubrique abattoir sur son article 5.5.
Le point à mettre en avant, c'est que sur ce tableau-là, vous avez 3 types d'animaux qui sont mentionnés, donc les bovins, les porcins et les poulets. Et donc, vous avez des rejets d'effluents aqueux spécifiques qui sont attendus par type d'animaux. Donc, soit en mètres cubes par tonne carcasse, soit en mètres cubes par animal. Donc, à regarder sur site comment est-ce que vous allez exprimer ce niveau de performance environnementale. Et un petit point aussi important, et je pense que vous avez tous ça en tête, c'est que les notes de bas de tableau sont importantes et il s'agira bien aussi de votre côté et côté inspection de voir si ça s'applique ou pas selon les cas. Donc c'est des choses importantes. C'est un point qu'on a repris dans l'arrêté ministériel, qu'on a exprimé donc en niveau de performance environnementale et qu'on a introduit dans l'arrêté ministériel. Cette thématique-là s'ajoute aussi avec un regard qui est posé sur la consommation en eau, donc la consommation liée aux opérations d'abattage. Et donc, on avait historiquement la valeur de 6 litres d'eau par kilogramme de carcasse qui a été conservée. Sur les rejets des effluents aqueux. On est là sur la MTD 14, qui s'est traduite sur l'article 5.14 de l'arrêté ministériel. C'est les mêmes. Vous retrouvez aussi la MTD 14 et l'article 5.14 pour l'arrêté ministériel de la rubrique 3650. J'ai fait ici un focus sur la note de bas de tableau 4 qui intéresse, qui a été un point de discussion lors des consultations et des consultations qui ont été faites. L'idée est là de mentionner que on a là donc une thématique sur l'article 5.14, on va avoir des valeurs limites d'émission associées au rejet direct, c'est-à-dire une installation IED qui disposerait en son site, donc sur ses limites de site, au titre aussi qui peut être prescrit, enfin qui est inclus dans l'arrêté préfectoral, donc qui disposerait d'une station de traitement des eaux. Une valeur limite d'émission va s'imposer. Les valeurs limites s'imposent au point de rejet avant le rejet dans le milieu naturel. Donc là, on est sur un effluent aqueux en rejet direct. Ce qui peut poser questionnement, c'est qu'on a précisé aussi sur cet article 5.14 les modalités à prendre en considération dès lors qu'on aurait un rejet indirect. Donc un rejet indirect, c'est l'installation IED qui va rejeter ces effluents dans une station de traitement des eaux qui est externe au site industriel et qui elle-même va rejeter dans le milieu naturel. Donc le périmètre de l'arrêté préfectoral et la directive IED impose que l'on dispose, que l'on pose dans le permis une valeur limite d'émission au point de rejet du site industriel. Donc là, vous avez ce qui s'accorde sur la VLE violette. La station de traitement des eaux va, elle, disposer de son côté aussi d'une valeur limite d'émission dans les eaux. Et donc, la station de traitement des eaux est une autre ICPE avec une autre réglementation, avec d'autres valeurs limites qui s'imposent à elle. Dans le cadre de l'arrêté ministériel, donc 3641 et 3650, il a été prévu que
le taux d'abattement par polluant de la steppe doit être pris en considération pour poser la valeur limite qui va s'imposer à l'installation IED. Donc ça a déjà été prévu. Vous retrouverez ça dans le guide. Pour mettre en place la directive IED. Donc vous avez un guide qui est à votre disposition depuis 2020. Et c'est des éléments qui sont déjà inscrits dans ce guide-là. Donc l'arrêté ministériel reprend ces dispositions-là. Et on est là dans l'application du Code de l'environnement qui a été repris au titre de l'article 15 de la directive IED. Sur les industries de transformation de sous-produits animaux et de coproduits alimentaires, l'idée est de vous parler de la thématique des odeurs et de l'air, choses qui sont moins prépondérantes sur l'activité des abattoirs. Alors, sur la thématique odeur, on est sur les MTD 18 et 19 qui vont se retrouver dans l'article 6.2 de l'arrêté de la rubrique 3650. Il s'agira de disposer d'un plan de gestion des odeurs, donc, dans le cadre du système de management de l'environnement, avec des protocoles, toujours, tout ça est précisé dans la MTD 18, dans la prévention, dans l'évitement des odeurs et de comment est-ce qu'on gère les nuisances olfactives qui sont constatées. Donc là encore, on est sur un plan de gestion d'odeur avec une thématique d'amélioration continue dans ce cadre-là et qui s'inscrit de manière plus globale dans le système de management de l'environnement. Vous savez aussi, vous retrouverez aussi dans les MTD 18 et 19 donc des techniques de réduction des émissions d'odeur à la source avec du nettoyage régulier des installations et des véhicules, un confinement des sous-produits et une extraction d'air. Dans le cadre de l'arrêté ministériel, on a repris en fait des dispositions pour les installations de déshydratation des sous-produits d'origine animale. Donc, on a repris le fait de disposer d'une étude de dispersion des odeurs. Ce point-là est un point qui était historiquement présent et qui a pu aussi être quelque chose qui aide, qui appuie en fait la gestion entre l'industriel, entre l'exploitant et le voisinage. Sur les émissions dans l'air, donc là on est sur les MTD 15 et 25 et on a repris ces éléments dans l'article 6.6. En termes de lecture, cet article vise en fait à disposer en fait d'un ensemble d'activités et de cas de figure qui sont rencontrés sur le terrain. Donc, vous pouvez disposer sur vos installations aussi des rubriques 29.10 et 31.10. Il s'agissait en fait de poser dans l'article 6.6.1, le petit 1, de disposer d'un rappel sur ces installations. Donc, vous devez respecter la réglementation des rubriques 29.10 et 31.10 dès lors que vous êtes sur une installation de combustion. Ensuite, le deuxième point s'adresse à lorsqu'il y a des incinérations de cadavres d'animaux. Le point 3 vise aux émissions de concentration d'odeur, de COV, d'ammoniac et d'H2S. Et donc, vous aurez en fait un tableau avec des valeurs limites d'émissions associées. Le point 4 correspond à les VLE associés dès lors que sur site vous avez les VLE qui sont émises suite à l'utilisation d'un oxydeur thermique pour la combustion des gaz malodorants. Et le point 5, il s'agit en fait de cadrer en fait les autres polluants qui pourraient être émis aussi au sein de l'installation classée. Donc je reviens là sur l'article 6.6.3, donc un focus sur les émissions dans l'air des composés organiques
et de composés malodorants, notamment de NH3 et d'H2S. Donc les techniques sont mentionnées à la MTD 25 et on va retrouver les techniques d'absorption de filtre. Associées à cette MTD, vous retrouverez les valeurs limites d'émission par type d'activité, par secteur. Donc là encore, vous avez des notes de bas de tableau qui sont importantes et il s'agira aussi, c'est des choses qu'on doit retrouver dans le dossier de réexamen où c'est des points d'attention qui seront prises par l'inspection pour l'instruction. Sur l'article 6.6.4, donc on est sur la MTD 15, on est là dans la réduction dans l'air de poussière, de NOx, de SOx, de CO, issus des combustions dans un système d'oxydation thermique ou de chaudière à vapeur. Donc là, vous allez aussi retrouver les VLE associés. Les techniques sont mentionnées donc, à la MTD 15 avec des optimisations de systèmes de combustion et de traitement et des choix de combustible. Voilà. Donc, j'ai fait 2 points par activité qui me semblaient des points notables pour chacune des 2 activités. Sur le dossier de réexamen, donc comme il a été rappelé, pour les nouveaux sites qui seraient qui auraient été des nouveaux sites post le 18 décembre 2023, l'ensemble des conclusions du bref SA sont applicables le lendemain du jour de publication, donc le 19 décembre 2023. Pour les sites existants, vous avez 4 ans pour que les MTD, et donc les valeurs limites d'émissions associées au MTD, soient mises en place sur le site. Donc le dossier de réexamen est attendu le 18 décembre 2024 et l'objectif d'un dossier de réexamen, c'est d'apporter d'éventuels compléments aux prescriptions applicables sur site. Donc aujourd'hui, vous avez un arrêté préfectoral avec arrêté préfectoral d'autorisation ou arrêté préfectoral complémentaire. Va aujourd'hui s'appliquer donc les dispositions des arrêtés ministériels donc, du 3 juillet 2025 ou du 31 mars 2025. Et donc, il s'agit, dans le dossier de réexamen, de voir un petit peu ce qui va s'appliquer et de prendre aussi en considération les MTD, donc faire un état des lieux des meilleures techniques disponibles présentes sur votre site, au jour du dépôt du dossier de réexamen, mais aussi faire un état des lieux de ce qui se passera 4 ans après, à la date attendue du 19 décembre 2027. Et l'idée, c'est aussi de positionner par rapport à tout ça, et l'instruction va soit prendre acte des éléments, soit produire en fait un arrêté de prescription complémentaire dès lors qu'il y aurait des éléments distincts de la MPG, distincts sur l'arrêté préfectoral. Donc, comme je vous le mentionnais, donc il s'agit de faire un état des lieux par rapport aux meilleures techniques disponibles, de vous positionner par rapport aux VLE qui ont été pris dans les arrêtés ministériels. Et il est attendu en fait d'actualiser aussi votre DDAE sur la partie meilleure technique disponible. On attend de vous un avis sur la nécessité ou pas d'actualiser les prescriptions. Donc ça, c'est un point important. Il ne s'agit pas de transmettre un dossier sans positionnement. Et c'est à partir des éléments d'actualisation, de votre positionnement par rapport à MTD, par rapport au VLE, par rapport à votre avis qui a strictement été mentionné, le préfet peut prendre donc un arrêté préfectoral complémentaire ou pas. Il est attendu aussi un rapport de base. Le rapport de base est prévu au titre du Code de l'environnement, donc le R515-59. C'est bien le dossier, c'est bien le dépôt du dossier de réexamen
qui nécessite en fait aussi de transmettre un rapport de base. Alors, qu'est-ce qu'un bon dossier de réexamen? En termes de ce qu'on attend, alors tout ça n'est pas exhaustif, ou ils sont trop exhaustifs, tout dépend de l'approche que l'on a. Il s'agit de vous positionner sur le périmètre de l'installation IED, de voir quels sont les brefs qui sont applicables, parce que vous pouvez avoir le bref principal, le bref SA, disposer du seul bref SA comme bref, ou disposer de brefs secondaires, donc qui potentiellement serait plus fréquemment le bref FDM, donc sur la partie agroalimentaire. Donc il s'agit aussi de vous positionner, puisque le dépôt d'un dossier de réexamen, vous pouvez vous positionner au titre du bref principal, mais aussi au titre de MTD du bref secondaire. Donc là, il s'agit de bien cibler les MTD qui sont à mettre en œuvre. Les éléments à prendre en compte, comme je vous les ai dit, c'est les VLE, donc les valeurs limites d'émission, les niveaux de performance environnementale qui sont posés dans les arrêtés ministériels, mais aussi de regarder les NEA-MTD et les NPEA-MTD. Regardez vos résultats de surveillance et voir si vous êtes conforme ou pas par rapport à ces niveaux, ces VLE et ces NPE. Il s'agit aussi de vous positionner par rapport aux conditions locales. Donc les conditions locales peuvent être un peu plus prescriptives que ce qu'il y a à l'échelle du territoire français. Dans le cadre de l'arrêté ministériel, il est prévu à l'article 1.2, il me semble, 1.3, la possibilité de demande de dérogation et d'aménagement. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont à transmettre dans le dossier de réexamen et qui sont instruites par l'inspection. À ça s'ajoute, donc, comme je vous l'ai mentionné, le rapport de base. Et on va avoir en fait, à l'issue de l'instruction, donc soit une décision préfectorale, soit un arrêté préfectoral complémentaire. Ces éléments sont publiés sur le site de Géorisque. Donc ça, c'est des éléments importants à avoir en tête, qu'on a une publication de la décision préfectorale ou de l'arrêté préfectoral complémentaire. L'inspection peut vous demander aussi des éléments, des demandes de complément. Donc, au regard de ce que je vous ai dit, tout dépendra du niveau de précision que vous avez pu apporter dans votre dossier de réexamen ou des lacunes qu'il peut y avoir aussi dans le dossier d'examen. La demande de complément pourront porter au regard de ces considérations. Vous avez des guides d'accompagnement pour vous aider. Donc, comme je vous ai dit, c'est des guides qui existent, qui existent depuis les années 2020. Donc, c'est des choses qui n'ont pas été construites dans le cadre du bref SA, mais qui sont un accompagnement qui est fait par le bureau des émissions industrielles pour vous appuyer, pour appuyer l'ensemble des acteurs économiques qui disposent d'une installation classée sous AIVD. À venir aussi, et je pense que c'est un point important, c'est un guide de stabilité des émissions et l'inventaire des flux. Donc ce point-là est un point qui est attendu au titre du SME, qui est attendu au titre aussi d'une MTD. Et c'est un point qui sera, à mon avis, un petit peu délicat sur les sites industriels parce que c'est un nouveau. Et je pense, je suis même sûre que tout ça va monter en compétences au fur et à mesure des années. Donc aujourd'hui, ce guide-là est en cours de construction et est à venir. Voilà, il ne s'agira pas d'être performatif, d'avoir 20 sur 20 à la sortie du guide, mais comme je vous dis, il s'agira de monter en compétences et je pense que c'est un point important, cet inventaire des flux, dans le cadre du PFS. Un zoom sur le rapport de base, puisque certains inspecteurs nous ont fait mention que certains exploitants
avait requis de ne pas déposer un rapport de base. Un rapport de base, c'est un état des lieux de la pollution des sols et des eaux souterraines. Dès lors que vous déposez un nouveau dossier, une demande, un DDAE, en fait, le rapport de base est attendu parce qu'il s'agit en fait d'avoir une photo de l'état des pollutions des sols et des eaux souterraines. Mais dès lors que l'installation est existante, qu'elle est IED, le rapport de base est à déposer lors du premier dépôt de dossier de réexamen. Donc, comme je vous dis, c'est un état des lieux représentatif de l'état du sol et de la pollution. Et l'idée, c'est à la cessation d'activité du site, nous ne le souhaitons pas, évidemment, mais ça fait partie de la vie des installations. À la cessation d'activité, il y a une comparaison qui va être faite sur la pollution lorsqu'il y a une cessation d'activité et l'état de la pollution lorsqu'il y a eu ce dépôt de rapport de base. Donc c'est un point qui est important et je dirais un atout parce que la réhabilitation des sites industriels a un coût, un enjeu financier important et que ça vous permet aussi de disposer de cette photo lors du dossier, lors du dépôt du rapport de base. Vous avez pour ça des guides qui sont disponibles, qui datent donc sur le guide méthodologique d'évaluation du rapport de base et sur la surveillance des eaux souterraines. Voilà, j'ai fini de présenter l'ensemble des slides. À quelle heure il est 15h18. Donc on a un temps de questions-réponses. Oui, on va peut-être continuer avec les questions en salle. Sur le chat, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur la diffusion. Et pour les collègues côté BNI, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Pour le moment, non, c'était très bien présenté. Merci. Eh ben, On commence? Merci beaucoup pour ce retour. Alors, par bien cerner le sujet, là on est vraiment sur le dossier de réexamen. Je pense que vous feriez aussi un point sur la directive IED. Première question, est-ce que la directive IED qui entrerait en application l'année prochaine modifierait quoi que ce soit de ce que vous avez dit jusqu'à présent? Première question, j'ai trois remarques en fait, quatre remarques en tout. Sur la directive IED 2.0 Si vous voulez. Oui. Non, en tout. Brahim, je ne sais pas si tu veux prendre. Pour les installations SA, on considère que c'est un bref qui est dit 1.0. Donc, globalement, c'est la directive 1.0 qui s'applique. Ensuite, pour les installations existantes à l'heure actuelle, ce sont des dispositions transitoires qui vont s'appliquer à ces installations. Alors, elles sont assez complexes. Elles font toujours l'objet, à l'heure actuelle, d'échanges avec la Commission d'interprétation, puisque les éléments ne sont pas forcément très clairs. La Commission ne s'engage pas. C'est une prérogative de la CJUE d'interpréter ces différents points. On vous apportera les éléments en temps venu. Et globalement, ce qu'il vous faut retenir, c'est que ces dispositions IED 2.0 vont s'appliquer de manière très progressive. Certaines dispositions seront applicables 4 ans après les conclusions, d'autres qui le seront soit en cas de modification substantielle, soit à partir du 1er septembre 2036. Tout ça, il y a environ 17 dispositions qui s'appliquent différemment selon les dispositions transitoires. C'est en cours de clarification. Merci. Alors, notre question sur, vous avez parlé du guide d'inventaire. Vous nous avez sollicité, vous l'avez mis en consultation auprès des différentes fédérations professionnelles. Vous avez fait quelques remarques, notamment le fait qu'il est extrêmement complexe et totalement déconnecté de ce qui se fait actuellement comme inventaire, qui est beaucoup plus simple. Donc, je ne sais pas si avant de le publier, il y aura une réunion de récollement de ces remarques et est-ce qu'on peut
en discuter avant de le publier, parce qu'il nous semble extrêmement complexe. Ouais, sur le guide inventaire, il est prévu en décembre une réunion entre lui et les parties prenantes pour le présenter. Donc, je remarque. Je sais pas, donc vous avez fait, côté Célène, vous avez fait Oui. des remarques et puis de votre côté, vous avez fait des remarques ou plus que ça, non? Sur le guide d'inventaire. D'inventaire, ouais. Non. Vous avez parlé du rapport de base en disant que c'était important qu'il soit remis, c'est vrai. Mais il est composé de deux parties, le rapport de base. Il y a d'abord une étude d'assujettissement au rapport de base. Donc, est-ce que quand vous dites remettre un rapport de base, ça comprend le fait d'avoir une étude d'assujettissement qui dit qu'il n'y a pas besoin de rapport de base? C'est bien clair dans votre dans l'esprit de la DGPR aujourd'hui. Alors, l'esprit de la GPR, je pense qu'il est clair, puisque le rapport de base, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui. Donc, en tout état de cause, comme toute prescription qui est posée et attendue dans le Code de l'environnement, il y a des éléments qui sont dérogables. Donc, si je reviens sur cette présentation-là, je n'ai pas mentionné les trois petits onglets vert foncé là. Donc, il y a un attendu dès lors qu'il y a une installation IED. Donc, pour les installations 3641 et 3650, ben, voilà, vous cochez la case. Il faut regarder en fait si vous avez aussi l'utilisation de production de substances dangereuses au titre du règlement CLP. C'est l'article 3. Alors aujourd'hui et hier, je veux dire, donc l'inventaire des substances doivent être faites au titre de l'historique aussi de l'installation. Et puis s'il y a un risque de contamination des sols et du sol. Donc dès lors que vous demanderiez à ne pas remettre un rapport de base, il conviendra de le justifier. Oui, c'est le propos de l'étude d'assujettissement. Enfin, je parle sous couvert des bureaux d'études qui sont présents. Mais effectivement, l'étude d'assujettissement, c'est justement l'examen de ces trois éléments-là, qui dit est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin, de faire un rapport de base suite au risque que représente la présence des substances et leur non-maîtrise. Ça permet de rajouter également des éléments sur ce justificatif, un mémoire justificatif. Il y a des éléments précis en termes de doctrine qui sont indiqués dans le guide. Ça doit comprendre une description de l'installation, une matrice des substances dangereuses utilisées, produites ou rejetées, des illustrations cartographiques présentant les différentes sources de pollution. Ces éléments qui doivent être comparés aux des critères qui ont été mentionnés par Armel, et enfin donc, les raisons qui conduisent à ne pas vouloir proposer un rapport de base. Donc, il y a vraiment tout un Enfin, je fais un caprice, hein. Non, c'est simplement pour vous indiquer qu'il y a également un formalisme sur le justificatif. Ok, donc on est bien d'accord sur la définition. Et finalement, je vais revenir sur les deux points que vous avez mis en exergue sur les abattoirs. Effectivement, vous avez mentionné les VLE sur l'eau et sur l'énergie, et M. Gomez a précisé en introduction qu'on distinguait bien les NEA-MTD des NPEA-MTD. Or, il n'y a pas de distinction qui est faite dans les arrêtés 3641 et 3650 entre ces deux notions-là. Alors si, puisqu'il y a des valeurs limites d'émission et des niveaux de performance environnementale. Est-ce que pour l'énergie et l'eau, c'est des niveaux de performance environnementale? Oui. Mais est-ce que... C'est marqué dans la règle. Oui. Quelles sont les conséquences de cette distinction? La conséquence de ces distinctions, vous la retrouvez en fait dans les modalités d'aménagement possibles que vous pouvez demander au titre donc de l'article 1.3 des arrêtés. Donc vous n'avez pas du tout les mêmes modalités dès lors que vous demanderez un aménagement sur des VLE. Ça va être en fait, vous devez en fait respecter respecter en fait les formes qui sont prévues à l'article L515-29 du Code de l'environnement et R515-68 du Code de l'environnement.
n'est pas du tout sous la même forme. Sur les niveaux de performance environnementale, en tout état de cause, il a été mentionné en fait les modalités pour demander un aménagement, un dépassement, tout simplement. Et donc tout ça sont inscrites précisément dans chaque article. Donc il y a bien une distinction qui est faite entre les deux. Sur la consommation en eau, enfin voilà, c'est quand même un attendu de la profession de s'améliorer. On a mis aussi des clauses un petit peu particulières que vous ne retrouvez pas dans le bref, notamment en crise, alors plutôt sur la partie industrie de transformation, donc lors des crises zoosanitaires, on a évalué un possible dépassement. Donc ça, c'est des choses qui ont été prises en considération, qui n'ont pas été soufflées par la Commission européenne, mais voilà, il ne s'agit pas non plus d'être trop strict dans les périodes où vous avez un besoin de plus de nettoyage. Voilà. Donc, il y a quand même une approche différente. Dans le cadre de dérogation. Voilà. Et il est vrai qu'il y a un attendu quand même qui est porté, qui a été porté aussi par la Commission sur la thématique d'efficacité énergétique et de consommation d'eau, et qu'on a repris dans les arrêtés ministériels. Et le dernier point sur les abattoirs, c'était celui qui concernait les entreprises raccordées. Moi, je n'ai pas de retour encore de l'examen, de l'instruction des dossiers qui ont été déposés. Vous nous en avez fait un bref retour au mois de juillet, je vous remercie. Mais je ne sais pas comment va être finalement gérée cette surréglementation française, impossible finalement à suivre pour nous. Je réexplique la situation. Lors de la négociation des brefs, parce que Julien Petit y était, mais j'ai suivi aussi le bref abattoir. Il n'a pas été demandé de mettre des valeurs limites d'émissions sur les entreprises raccordées pour les macropolluants. Ça a été demandé par la France au sein de la Commission européenne, au sein de ce groupe de travail, mais refusé par l'ensemble des autres pays. Et pourtant, il y a dans l'arrêté 3641 cette demande d'imposer des valeurs limites d'émissions sur les macropolluants, des valeurs limites des entreprises raccordées au réseau. On a expliqué à plusieurs reprises que ça n'était pas possible de respecter ces valeurs limites d'émissions. Donc on a bien vu qu'il y avait une note de bas de page 4 qui dit qu'on doit tenir compte du taux d'abattement de la station pour en fait dériver la valeur limite d'émission auquel on serait soumis à la sortie de l'installation pour rentrer dans la station. Donc la valeur limite d'émission dans le milieu naturel divisée par 1 moins le taux d'abattement. Et on a expliqué à l'entreprise que c'était artificiel puisqu'on est sur des concentrations et que la station, elle ne gère pas des abattements de concentration, mais des abattements de flux. C'est ça qui importe, c'est le flux de matière qui rentre dans la station qui est important et que la station va œuvrer à réduire. Si on n'exprime pas les valeurs limites d'émission en flux, parce que toutes les entreprises ont des niveaux d'activité différents et donc on ne peut pas imposer un flux. On rapporte donc à la concentration en divisant par l'activité de l'entreprise. C'est artificiel et ça n'a pas de sens pour un abattement d'effluents. Vous avez cité le guide. Le guide explique bien cela, mais précise que c'est dans le cadre d'un abattement linéaire. C'est-à-dire vous avez un effluent, vous mettez un équipement de dépollution et vous avez une milieu récepteur derrière. Effectivement, on peut appliquer l'arithmétique dans ce cas-là. Et dans une station d'épuration, ce n'est pas ça qui se passe. Il y a un mélange d'effluents, l'effluent raccordé est rejeté dans un ensemble d'effluents, et ce jeu-là d'abattement ne joue plus. Et donc la station définit les valeurs limites, les caractéristiques de l'effluent qu'elle accepte selon différents critères. Pas celui-là, mais bien d'autres
qu'elle définit d'ailleurs dans un arrêté de déversement ou dans une convention de rejet qu'elle fait signer systématiquement à toutes les entreprises raccordées. Tous les abattoirs ont une convention de déversement et un arrêté de déversement qui est une pièce essentielle du dossier de demande d'autorisation. Et donc, aujourd'hui, on peut très bien se retrouver dans la situation où la formule de calcul VLE divisé par 1 moins le taux d'abattement ne correspond pas à la valeur, reste inférieure à la valeur qui a été acceptée par la station, sans pour autant que la station ne respecte pas elle-même sa valeur limite d'émission dans le milieu naturel. Donc on se retrouve en contradiction. Et ça peut donc amener, si on respecte cette note de bas de page 4, l'entreprise à se doter d'une infrastructure d'abattement supplémentaire de son effluent, alors que la station est capable de le faire elle-même, moyennant finance, hein, c'est jamais gratuit. Donc, aujourd'hui, cette demande qu'on a plaidée auprès de vous avait été partiellement entendue, puisque le terme de convention de rejet apparaît bien dans la note de bas de page, mais la note de bas de page dit qu'on peut déroger à la valeur limite d'émission qui découle de l'application de la formule de calcul en tenant compte de la convention de rejet, mais ce que l'on veut, c'est de ne pas avoir à faire de demande de dérogation. Ce n'est pas anodin de faire une demande de dérogation à partir du moment où les conditions de traitement de notre effluent ont été encadrées et par la collectivité et par les inspections des installations classées. Alors, encore une fois, je vous le redis, il n'y a pas eu de sur-transposition, je ne sais quoi. On est sur l'application du Code de l'environnement au titre de son article R515, mémoire 68. Il s'agit bien de la transcription de l'article 15 de la directive IED. Donc, certes, les éléments ne sont pas stricto sensu écrits dans le BREF-SA, ils sont inscrits dans le Code de l'environnement et dans la directive IED. Ça, c'est un point important. Pour l'instant, vous n'avez pas eu de retour. Moi, de mon côté, je n'ai pas eu non plus de retour d'éléments de l'inspection sur ce point-là. Donc, l'idée de la directive IED qui demande stricto sensu que dans le permis, donc dans votre arrêté préfectoral d'autorisation ou complémentaire, vous devez disposer d'une valeur limite d'émission qui sont exprimées en concentration. Donc, vous parlez de flux, moi je vous parle de concentration. L'idée, c'est pas forcément de s'arrêter là, on ne parle pas la même langue. Ce qu'on a introduit, et ce que vous l'avez mentionné, c'est qu'on a eu une approche aussi de se dire qu'est-ce qui se passe aussi entre la station d'épuration, de traitement, la station de traitement des effluents et l'installation classée. Et il y a deux valeurs limites d'émission qui sont distinctes et répondent à des réglementations différentes. Donc sur le bref, sur l'installation IED 3641 ou 3650, on est sur l'application donc de l'arrêté ministériel et des valeurs d'émission qui sont posées aussi au titre du parangonnage qui a été fait à l'échelle européenne. L'approche qui est attendue par l'inspection, ce sera aussi de regarder un petit peu comment justement l'interfaçage entre la station de traitement d'épuration et vous-même est faite, donc via cette convention. Et aussi de regarder si la station elle-même fonctionne bien. Donc, il ne s'agit pas que l'exploitant déverse dans la station d'eau et que la station ne fonctionne mal, avec un fonctionnement qui peut dysfonctionner. Donc, il y aura aussi une approche à avoir à l'échelle du cas par cas. Donc, nous serons à l'écoute de ces éléments-là. Je pense que ce sera un point qui pourra faire l'objet de discussions d'un traitement, un regard de notre côté. Mais l'idée, c'est quand même que l'installation classée IED soit en capacité aussi d'avoir cette amélioration continue de traitement, de réduction de ces effluents aussi à voir pour répondre aussi à ces obligations
de meilleures techniques disponibles, de valeurs limites d'émission. Donc, ça mérite quand même un nouvel échange parce qu'on ne peut pas se satisfaire juste d'un rappel de la réglementation. Si elle est inadaptée, il faut la changer. Parce que le fait de dire les entreprises déversent leur effluent dans la station au risque de faire perdre à la station son respect des qualités de son effluent dans le milieu naturel, c'est faire croire que on ouvre les vannes et la station reçoit. C'est pas du tout comme ça. Il y a une autorisation, donc on ne peut déverser dans la station que si on a une autorisation. Et d'autre part, le rapport de force entre les deux acteurs, gestionnaire de station et exploitant d'une ICPE, est en faveur du gestionnaire de la station. En tout cas, pour la plupart des entreprises que je représente, c'est le cas. Et ce rapport de force se durcit. D'ailleurs, ces derniers temps, à mesure que les valeurs limites dans le milieu naturel se durcissent elles-mêmes. Il n'y a aucune facilité qui est donnée aux entreprises raccordées. Donc, laisser penser qu'il faut légiférer, il faut les encadrer parce que sinon elles font n'importe quoi, c'est aussi un mauvais signal qui est donné, je crois, à la collectivité. Non, c'est pas l'objectif, c'est pas de vous donner des mauvais signaux. Celui-là, c'en est un. De tout temps, vous avez un arrêté ministériel avec des valeurs limites d'émission. C'est pas pour autant que c'est des mauvais signaux. Donc, Mais justement, jusqu'à présent, on avait l'arrêté du 30 avril 2004 qui faisait référence aux raccordés en disant qu'il y avait des valeurs limites qui étaient imposées. D'ailleurs, il y avait des valeurs limites qui étaient imposées auxquelles on pouvait déroger dans le cas où des situations technico-économiques le justifient. Par exemple, la station, elle est démesurée et donc elle peut accepter plus de flux que ce qu'elle avait prévu, par exemple. Ou parce que la situation change, l'activité change et on peut avoir des valeurs différentes. Donc, l'arrêté du 30 avril acceptait même qu'on aille au-delà. Et là, on se retrouve dans un autre paradigme où on devrait aller être plus restrictif que ce qui est retenu par la Convention de Roger. En tout état de cause, l'arrêté du 30 avril 2004 va s'imposer uniquement aux installations de plus petite taille, donc soumises à autorisation. Et là, l'arrêté, avec les meilleures techniques disponibles, avec les brefs SA, va se traduire pour des plus grosses installations. Donc après, en tout état de cause, moi je suis ouverte à échanger sur cette thématique-là dès lors qu'on aurait des retours sur le terrain de ce qui se passe réellement et des difficultés. Je confirme la mauvaise prise en compte de cette gestion des rejets indirects n'aurait aucun bénéfice environnemental et que des coûts, que des dépenses inutiles. Et donc, tu as parlé, Christophe, de conditions technico-économiques, parce qu'effectivement, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passerait dans le cas où on serait obligé de doublonner les installations de traitement des rejets, sans aucun bénéfice environnemental au final. Hein. Ça existe déjà. Ouais. Écoutez, sur ce point-là, il y a quand même la possibilité d'avoir un aménagement. Donc, c'est pas fermé. Donc là, vous vous positionnez. Oui, mais vous fermez cette porte. Vous fermez cette porte-là. La porte a été ouverte. Donc, ne la refermez pas. Par ailleurs, je peut-être il y a un effet peut-être dans la salle, mais je rappelle ceci n'est pas. On n'est plus en train de discuter le texte. En fait, on est en train d'en expliciter l'application. Donc, voilà. Je vous invite. Non, mais je pense qu'on a pris vos points. Ils ont bien été exprimés. Je vous invite peut-être à laisser aussi de l'espace pour les gens qui sont à distance, puisque c'est l'ensemble des parties prenantes qui sont intéressées par ce texte qui sont aujourd'hui autour de la table. Donc on entend très bien les professionnels concernés et c'est important que vous puissiez redire vos questions sur l'application du texte. Mais on n'est plus en fait dans la phase de débat sur comment il faut l'écrire. Donc là, on est dans un atelier d'explicitation de comment il faut le comprendre. Donc Madame Marguerite vous a réexpliqué les principes un peu qui ont guidé son élaboration, en rappelant fort justement que cette question des rejets raccordés n'est pas propre en fait à votre secteur. Elle est pour toutes les IED. Donc après, voilà, on en parlera. Mais je voudrais être sûre et peut-être, Bruno, vérifier s'il y a à distance aussi des questions ou des réactions. Non, pas pour l'instant. Ou si on continue en salle. Très bien. T'as fini, Christophe? Oui. Merci. Je voudrais faire une intervention. Donc, Philippe Bonez a eu
Il a fait le zoom arrière et retracé l'historique. C'était super. Et donc, il a fait démarrer son historique à 2018, me semble-t-il, dans la frise. Donc, en disant que ce travail avait commencé en 2018 à l'échelle européenne. Voilà, et donc ça avait pris 7 ans. Donc, bon, pas du tout là-dessus. On a des métiers qui sont peut-être un peu voilà, spécifiques, et donc ça nécessite de se plonger dedans et de regarder de près de quoi il s'agit. Et c'est tant mieux. Il vaut mieux prendre son temps finalement à certains moments que voilà, qu'aller faire mal. Il y a eu un parti pris sur notre activité qui était de mettre dans le même, enfin de faire monter sur le même bateau toutes les activités. Enfin, on l'a compris comme ça, avec parfois, au vu de spécialistes que nous sommes, des activités qui sont très, très différentes. Parce qu'entre la crémation d'animaux de compagnie, de l'équarrissage à une échelle industrielle autrement plus importante, et des gens qui fabriquent des ingrédients pour l'alimentation animale, nous, spécialistes, on considère que c'est des univers qui ont peu de choses ensemble. Mais votre envie, votre volonté, c'était de dire on met tous ces gens-là manifestement dans le même bateau. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc c'est pour ça aussi, je pense que ça n'a pas été toujours très simple. Et moi, pour rebondir, Madame, sur votre remarque, je pense que oui, pardon. Je voulais aussi revenir sur le fait que nous, philosophiquement et intellectuellement, ça nous a bouleversés parce que nous, on avait une Bible qui s'appelait la note d'application des installations classées qui date de 2022, et pour nous, voilà, telle activité égale telle rubrique. C'était relativement simple d'application. Mais bon, on veut bien remettre en cause les dogmes de temps en temps. Mais pour autant, et je rebondis sur votre remarque, Madame, c'est que derrière la note d'application des classements, pour nous, est importante parce qu'elle va permettre de finaliser ce travail. Et cette difficulté qui est de dire tout le monde dans la même rubrique. Voilà, donc j'insiste sur le fait que pour nous, le travail n'est pas complètement terminé. Hein, si le décret est sorti, si l'arrêté est sorti, la note d'application de classement pour nous est importante. Alors, sur ce point-là, on entend que cette attente-là, ça fait partie chez nous aussi d'une dynamique comme aujourd'hui, d'explication de texte et de précision des éléments. Il faut bien voir aussi que dans le bref SA, vous n'avez pas de distinction de type de sous-produits d'animaux. Donc vous avez ça en page 301 ou 302 du bref, qui précise que c'est tous les sous-produits qui sont pris en considération. Donc, catégorie 1, 2, 3. Et dans le bref aussi, vous avez une description de l'ensemble de ces activités. D'accord ? Donc, il y a bien un interfaçage qui s'opère aussi sur la partie abattoir avec le FDM, avec la partie FDM, et aussi des choses qui sont aussi décrites, certaines activités, certains procédés sont aussi écrits dans le bref FDM. Donc on entend voilà, on est sur l'interfaçage, c'est toujours compliqué. Le texte qu'on a produit donc sur la rubrique 3650 s'accorde à dire qu'on est dans le cadre du bref SA. Voilà, donc j'entends bien que, comme toute chose, le service après-vente des arrêtés ministériels, et que oui, il y aura des éléments peut-être appréciés. S'il y a besoin de clarification sur la dépendance à telle rubrique, on pourra le regarder. Effectivement, on est aussi à l'appui de nos services concentrés qui peuvent se poser les mêmes questions. J'aime bien votre appellation de service après-vente, c'est exactement ça. C'est exactement ça dont on a besoin. C'est un sujet qu'on avait traité abordé avec Mme Margaret dans des réunions précédentes. Vous l'avez juste dit à juste titre dans vos propos. Le décret qui est sorti en juillet n'a pas été que de la sémantique, il a changé le périmètre. Donc effectivement, on a des installations pour ce qui relève des sous-produits animaux, soit qui changent de rubrique, qui rentrent dans la 3650, qui était dans une autre rubrique 3000 avant, ou qui n'étaient pas IED, qui passent IED. Donc on a un régime de transition à gérer
au cas par cas, sur le terrain. On va le gérer, c'est pas un souci. Mais effectivement, plus tôt on aura, effectivement, j'avais entendu que ce serait une note de classement sur AIDA. Je vois que ça va être envisagé. Voilà, qu'on aura un truc, quelque chose de clair pour dire dans tel cas de figure, voici comment ça doit se passer. Ça n'en sera que plus simple sur le terrain. Je dirais, pour être sûr que les exploitants qu'on accompagne et les services d'inspection que vous accompagnez, je dirais, se comprennent. Très bien. Voilà. Parce qu'on a vraiment les deux cas de figure. On a des installations 36-42 qui passent 36-50 et des non-IED. Je crois que dans notre périmètre, on en a au moins 4, je crois, qui a priori passeraient 36-50. Très bien. Voilà. Donc là-dessus, on est en attente de service après-vente et on l'achète par avance. Merci. Vous avez d'autres éléments? Il y a une question qui revient quand même régulièrement, c'est parce que vous avez parlé du bref FDM, mais puis des brefs transverses dans la prise en compte des dossiers de réexamen et de son instruction. Alors, sur les brefs transverses, c'est aussi des éléments à prendre en considération. Alors, je sais pas mais en fait, c'est des éléments, donc, notamment sur les meilleures techniques disponibles, c'est des éléments à prendre en considération. En tout état de cause, ce que je peux vous indiquer globalement sur ces brefs transversaux, alors effectivement, ils ne sont pas en l'état opposable, mais sur la base de ces brefs, vous allez pouvoir avoir des prescriptions qui sont établies. Il est important également d'aller regarder les éléments qui sont à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les derniers brefs qui ont été révisés, l'objectif, c'est pas forcément complètement exhaustif, c'est de pouvoir aller reprendre tous ces éléments de ces brefs transversaux et de les intégrer finalement dans le bref. Donc, globalement, sur le bref SA, vous allez avoir une prise en compte globale, une nouvelle fois qui n'est pas exhaustive, de ces brefs-là. Et c'est simplement une inspiration pour vous mettre en place des techniques disponibles dans le cadre de votre activité et également pour accompagner la construction des prescriptions qui sont applicables. Vous n'avez pas un exemple en tête? Enfin, par exemple, pour l'établissement, si vous avez un bâtiment qui est bref FDM et un autre bâtiment qui est bref SA, le bref principal de l'installation classée qui serait le bref SA, qui a été publié en 2023, le bref FDM s'appliquera dans les 4 ans en 2027. Celui-là, oui, d'accord. Et Je pensais à le bref efficacité énergétique, le bref traitement des eaux, le bref sur par exemple. Ouais. J'ai pas là effectivement des exemples très précis, mais je pense à celui sur l'efficacité énergétique. Vous retrouvez désormais C'est ça. des NPEA, des performances de performance environnementale associées au LTD. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que les brefs désormais sont. L'analyse qu'on en fait, c'est que ça a été intégré dans nos brefs. Est-ce que cette analyse est bonne C'est effectivement le cas, mais pas forcément de manière complètement exhaustive. je pense que vous avez un gros du travail qui a été fait dans le bref SA. Oui. Merci. Peut-être on met des questions en ligne. On a plusieurs. Demande de M. Christophe Guevel, la valeur de 2500 ne peut être considérée comme limite acceptable à long terme. Que prendre en compte, sachant qu'il faisait référence au règlement F-Gaz-UE applicable depuis le 11 mars 2025. Donc on l'a 2500. Donc le règlement F-Gaz a été modifié en 2024. Donc, le règlement est
à appliquer. Donc, il s'applique de fait sans disposition. Enfin voilà, donc le règlement s'applique. L'idée aujourd'hui, c'est que donc sur, alors je ne sais pas dans quel type d'industrie il est, mais sur les abattoirs, ça va être la MTD 20 et la MTD 23 qui va s'appliquer. Vous allez retrouver en fait l'article 3.6 de l'arrêté abattoir. Voilà, l'arrêté, l'article 3.6 et sur la partie sur les industries de transformation, on va être sur l'article 3.7. En tout état de cause, cette disposition donc sur les fluides, en fait, il s'agit en fait des pouvoirs de réchauffement planétaire, donc le PRP de 2500 qui a été posé dans le règlement 2024. Donc aujourd'hui, il n'est pas possible de dire que pour les abattoirs ou les industries de transformation de sous-produits animaux, on puisse déroger à ce point-là. Donc il va falloir s'engager justement dans une démarche d'amélioration, de changement des produits, voire des équipements. Tout ça, l'idée, c'est pas de poser un nouveau calendrier ou de nouvelles prescriptions à travers la MPG. Donc, l'idée, c'est que l'arrêté F-Gaz, révisé donc en 2024, s'applique dans son entier. Pour bien comprendre, c'est-à-dire que dans la MTD 20 qui nous dit qu'il faut avoir, qu'il faut qu'on utilise des systèmes de refroidissement avec des gaz à faible pouvoir de réchauffement global, faible veut dire inférieur à 2500. C'est ce qu'il faut comprendre. Ou faible veut dire référence à la directive F-Gaz. Oui. C'est ça. Oui. C'est là-dessus. C'est ça. Alors, ce qui est mentionné dans l'arrêté est stricto sensu la même rédaction qui est mentionnée dans la MTB, c'est des exemples. Mais ces exemples-là voilà, répondent au règlement F-Gaz. Même s'il n'y a pas de renvoi explicite dans le bref SA au règlement F-Gaz. On n'a pas voulu faire de renvoi explicite. C'est volontaire. C'est compris comme ça. Voilà. Ok. Donc le règlement F-Gaz s'applique. Ok. L'idée, c'est pas d'imposer de nouvelles prescriptions, de nouveaux calendriers, des changements immédiats d'équipement. Voilà, il s'agit de respecter le règlement F-Gaz. Ok. Une autre question. Dans la régulation d'un dossier ICPE pour un nouveau site, est-ce que le recollement à la MPG 3650 permet de s'exempter d'un recollement ou MTD du bref? Alors, comment a été écrit l'AMPG, nous n'avons pas repris l'ensemble des meilleures techniques disponibles dans l'AMPG, puisqu'en fait l'objectif d'un arrêté ministériel, c'est de s'assurer des résultats. Sur le comment vous allez obtenir ces résultats, donc les résultats vis-à-vis des valeurs limites d'émission ou des niveaux de performance environnementale, sur le comment, c'est-à-dire quel MTD vous allez appliquer, c'est pas prévu dans l'arrêté ministériel, sinon il y aurait encore plus de pages à cet arrêté. Donc il s'agit bien quand même d'aller regarder, de vérifier que vous êtes aux meilleures techniques disponibles, et ça c'est bien le dossier de l'examen qui va le faire. Donc la simple vérification que l'arrêté ministériel est respecté ne préjuge pas en fait du fait que vous serez aux meilleures techniques disponibles. Donc le dossier de réexamen est de toute façon dans une nouvelle installation classée, vous êtes sur un DDAE. Dans le DDAE, vous avez une partie MTD. Et c'est dans cette partie-là que vous devez mentionner si vous êtes ou pas au MTD. Une autre question pour nos collègues du B. Qu'en est-il de l'application des vues divergentes de la France reconnues par l'Europe? Je l'avais gardé sous le coude, cette question. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que quoi qu'il arrive, les conclusions MTD restent la référence pour la détermination des VMI. Ensuite, en fonction des circonstances locales, de l'élection 75-68
voit bien les éléments, le cadre dans lequel vous pouvez effectuer une dérogation. Vous avez un guide qui vous l'explicite. Et effectivement, donc, si vous avez des éléments précis, détaillés, que vous avez pu déterminer, vous pouvez reprendre dans une évaluation, pourront être jugés à l'aune des circonstances locales de l'installation. Mais c'est bien, voilà, ces conclusions FTD, elles ont fait l'objet d'un consensus commun au niveau européen, et la prise en compte de ces éléments ne pourra se faire que au niveau local et par rapport à chaque installation. Dans le cadre d'une demande d'aménagement. Oui, c'est que nulle part dans le décret ou dans les arrêtés, il est fait référence à ces vues divergentes. Sur le principe. C'est parce que ces vues divergentes n'ont aujourd'hui pas de valeur en droit. C'est des éléments de discussion au niveau européen entre États membres et la Commission. C'est des choses dont on sait qu'elles sont en réflexion, mais elles n'ont pas de valeur juridique opposable comme peuvent l'avoir les arrêtés aujourd'hui publiés, le décret ou la directive IED. Donc, c'est des éléments d'appréciation qui, lorsqu'ils rentrent dans votre analyse technico-économique et dans ce qu'on disait des demandes, c'est des éléments qui apportent de l'eau, mais ce n'est pas un point de droit sur lequel vous pouvez vous appuyer parce que ça n'a pas de valeur. On me demande si les diapositives sont transmises. Oui. Oui. Réponse facile. À distance, pour le moment, c'est tout pour moi. Une question aussi sur le format du examen. Il y a un format imposé. Apparemment, il y a des questions des inspecteurs sur le format. Vous avez dit qu'il fallait que l'exploitant se positionne. Ça, effectivement, s'il ne le fait pas, c'est peut-être à corriger. Mais est-ce qu'il y a un format type qui vous conviendrait? Oui, Ibrahim, il n'y a pas de format. Je sais que vous avez travaillé avec vos exploitants pour justement avoir un appui et être exhaustif dans les éléments. Donc, il y a certains dossiers qui reprennent vos éléments. Donc, je dirais que après, sur le format, pas de formalisme particulier. D'accord. On s'attache au contenu. C'est bien. Dans la salle, à distance, pas de regret. C'est les vacances aussi, hein, en Bretagne. Ah oui, peut-être. On a montré M. Baudelaise, il y a beaucoup de sites IED dans cette région. Donc, ça explique aussi peut-être la faible présence à distance. S'il n'y a pas de regret, je vous propose de lever la séance. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour la Merci. présentation.